bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 12 octobre 2019. For me, I'm Sron Sanda. Good evening. Bonsoir Nadine Yambo. Good evening. Viewers, thanks for joining us on the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We are live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon. In this edition of the news, we shall take you to Kutaba, a subdivision in the Noon Division of the West Region of Cameroon, precisely to Government Bilingual High School Kutaba, that is faced with a lot of difficulties. It is equally host to over 400 internally displaced learners from the crisis-stricken northwest and southwest regions of Cameroon. Challenges run across lack of benches and equally limited classrooms to study. And equally, we shall talk about the future of the girl child in Cameroon, notably those affected by the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon. They are faced with other challenges, notably rape and equally a prostitution. We'll take a look on that in this edition of the news. Those are the top stories. À la une de ce journal, Saint-Mélima garde toujours les séquelles des émeutes qui ont secoué cette ville. Il y a quelques jours, un calme précaire règne malgré la réunion de réconciliation tenue hier et sur place. De nombreux jeunes ont déserté la localité par peur de représailles. On fait le point dans ce journal avec notre envoyé spécial du côté de Saint-Mélima. Et dans ce journal également, nous irons voir les difficultés des artisans camerounais de la filière bambou et rotin. Le manque de moyens financiers et d'accompagnement plombe l'essor de ce secteur qui représente pourtant une niche d'emploi considérable. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Contrairement aux villes du Cameroun, la grève des transporteurs est effective en Ngaoundéré, dans la région de l'Adamawa. En attendant, la réunion convoquée mardi au ministère des Transports, chauffeurs et propriétaires de camions ont garé leurs véhicules suite au mot d'ordre de grève lancé par le groupement des transporteurs terrestres du Cameroun. D'autres précisions dans ce reportage de Aïe Cyril. Des camions garés, des routes désertes. C'est la preuve que le mot d'ordre de grève du groupement des transporteurs terrestres du Cameroun, GTTC, est respecté, notamment en Ngaoundéré, dans la région de l'Adamawa. Le grève est effectif. Vous-même, vous avez constaté avec moi, tous les camions sont garés. À 80, je ne peux pas dire qu'à 100%, mais 90% sont déjà exécutés. Dans leur colère, les transporteurs exigent le départ du bureau de gestion du fret terrestre qui, à leurs yeux, joue un rôle trouble. Il faut que tous les régimes de BGFT parlent. On a dit, tous les Camerounais ont dit que les camions doivent garer dans les parcs de l'État ou garer là où il y a la sécurité. On ne casse pas, on ne birle pas. Tout ce qu'on veut, c'est notre droit qu'on est en train de réclamer. Tout ce qu'on veut. Sur une possible levée du mot d'ordre de grève, les transporteurs disent attendre l'issue de la réunion du 15 octobre prochain avec les pouvoirs publics. Le ministre a convoqué la réunion mardi prochain, donc on attend ce qu'ils vont décider. Ils ont même parlé à la radio pour dire qu'ils vont voir notre situation, donc on attend. Mais les grèves continuent jusqu'à mardi. Si dans d'autres parties du pays, les transporteurs vaquent normalement à leurs occupations, dans la région de l'Adamawa par contre, le mot d'ordre de grève du groupement des transporteurs terrestres du Cameroun est respecté. Le président Paul Biya et son épouse sont de retour à Yaoundé, moins de 48 heures après le sommet de Lyon en France. À l'invitation du président français Emmanuel Macron, le couple présidentiel a participé du 9 au 10 octobre dernier à la 6e conférence du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Dans la région de l'Ouest Cameroun, l'école publique de Sombing, dans le département de la Menoie, croupit sous le poids de l'âge. Une partie du bâtiment s'est effondrée du fait des fortes pluies. Bien plus, l'établissement scolaire est confronté à un manque de matériel didactique. D'autres précisions dans ce reportage de l'Éclair Sakem. Ce bâtiment de plusieurs salles de classe, construit grâce aux efforts des parents d'élèves, tombe en ruine à cause des intempéries.
Nous sommes à l'école publique de Ntsombing, arrondissement de Koni, à l'ouest Cameroun. Outre cet état de choses, cette école est confrontée à plusieurs autres difficultés. Ici à Ntsombing, nous souffrons beaucoup pour encadrer nos jeunes apprenants. Nous souffrons vraiment. L'APE a vu qu'il ne pouvait pas laisser ces enfants-là errer. On a été obligé de prendre 5 mètres 10 enseignants bénévoles. Cette salle de classe de la maternelle manque un peu de tout. Sans électricité, ni point d'eau, pire encore, un manque criard d'enseignants. Le manque d'enseignants nous fait vraiment souffrir. L'association des parents d'élèves qui peinent à élever le bâtiment, ayant subi la méchanceté du vent, comme par le passé, est obligée de se substituer à l'État pour payer les encadreurs de leur progéniture. C'est au regard de cet inconfort qu'un fils de la localité a pris sur lui la volonté de leur apporter son soutien. À la suite des échanges avec le président de l'association des parents d'élèves de l'école publique de Ntsombing à Balevin, il est apparu que cette école avait 16 enseignants vacataires et de l'APE éprouvait parfois des difficultés à leur payer. Nous ne sommes pas restés insensibles à ce problème. C'est pourquoi votre fils est proposé d'offrir de l'argent pour le paiement des salaires des 10 enseignants pour les mois de novembre et décembre 2019. Dans cet inconfort, les élèves espèrent que leurs cris seront entendus par les pouvoirs publics et les hommes de bonne volonté. Applaudissez pour vous-même. Allô, 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 allô. Et nous restons toujours dans le département de la Menoie, cette fois-ci à Tian, où la ville étouffe du fait des odeurs nauséabondes, des montagnes d'ordures ménagères et autres déchets jonchent les rues, ainsi qu'alentour de la cité universitaire, exposant ainsi les populations et étudiants à de nombreuses maladies. L'incivisme des populations est pointé du doigt. Leclerc Sakem, une fois de plus. Des tas d'immondices occupant rationnellement une partie de la chaussée de certaines rues et ruelles de la ville de Tian. Vous voyez, la poubelle a tout pris la route. Vraiment, même le camion bouscule pour verser sur les gens. Même les élèves là, on n'arrive pas à passer, il n'y a pas la route ici. Vraiment, on ne comprend pas ce qui se passe. Il faut que monsieur le maire essaie de venir voir la situation. Parce que c'est tellement serré. Et il y a les gens qui sont aux alentours là. La poubelle remplit même des gens, jusqu'à aller même déjà sur les maisons des gens là derrière. On ne comprend pas si on doit verser la poubelle en route ou on doit chercher un endroit hors de la ville pour aller verser la poubelle. Parce que ça, c'est dans la ville. Même nous, on ne dort pas. Les gens qui sont aux alentours là, il y a les gens qui sont malades à cause des moustiques. Ça apporte les maladies. Vous voyez, il y a les garages des gens qui travaillent aux alentours. Quand on vient verser là, ça les étouffe aussi. Ils ne sont pas en santé, vraiment, ça ne donne pas. Regardez les garages, regardez le restaurant. On prépare, on mange vraiment dans la poubelle. Vraiment, monsieur le maire, nous voulons que vous-même vous jetez un coup d'œil. On occupe même la route avec la poubelle. Nous sommes vraiment dérangés. Ça pue partout, mon frère. Nous ne parviennent même plus à s'arrêter auprès de la poubelle. Pourtant, relève le premier citoyen de cette cité Baudelaire d'Onfac, les ordures sont ramassées sans répit au quotidien. Malheureusement, l'effort déployé dans la collecte et la transformation de ces résidus ménagers est loin d'être suffisant. Les ordures à Tian se ramassent tous les jours. Les populations doivent savoir que nous n'avons pas la capacité d'enlever les 70 tonnes chaque jour. Et nous organisons des opérations coup de poing pour débarrasser la ville totalement de ces ordures avant que ça se reconstitue. La ville de Tian a une démographie galopante et j'ai toujours à le dire, seul l'homme est pollueur. J'ai dit nous avons 220 000 habitants, c'est 220 000 pollueurs potentiels. Tout en sollicitant l'aide de l'État, le maire de la commune de Tian appelle les populations à plus de civisme. Nous sollicitons l'appui du gouvernement à s'intéresser de la gestion des déchets dans nos cités. J'ai pris également vivement les populations de Tian, je les supplie même d'être des citoyens, n'est-ce pas, bien républicains, civiques, parce que en fait, nous constatons aussi, n'est-ce pas, une indiscipline caractérisée, un incivisme, n'est-ce pas, avéré. Ici, le parc automobile de la commune, des engins destinés à ce type de service sont cloués au sol, réduisant ainsi l'efficacité de l'action communale dans ce couloir délicat de la municipalité. Cette commune transforme des déchets ménagers en compost depuis quelques années. Seul bémol, la collecte.
Et en marge de la présentation du projet cadre de recherche à l'horizon 2020 de l'Union européenne, les responsables de l'organisation internationale et ceux de l'Union africaine ont visité les laboratoires de recherche scientifique et de l'innovation, occasion pour eux de toucher du doigt les prouesses des chercheurs camerounais. Joël Essengue à Cyril. En visite au Cameroun, dans le cadre de la présentation du programme cadre de recherche Horizon 2020 de l'Union européenne, le chef d'unité adjoint à la Direction générale Recherche et Innovation de la Commission européenne a parcouru les laboratoires de l'Institut de recherche médicale et d'études médicinales, IMPM, structure sous tutelle du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Au laboratoire de virologie du Centre de recherche sur les maladies émergentes et réémergentes, l'on apprendra par exemple qu'une étude réalisée par des chercheurs américains, britanniques et camerounais a permis de noter que des chimpanzés sauvages du Sud Cameroun et du bassin du Congo seraient le réservoir naturel de l'ancêtre du VIH de type 1. Également visité la salle de production d'eau déminéralisée, le laboratoire contrôle qualité de l'IMPM, entre autres. Ému par la qualité du travail des chercheurs camerounais, le chef d'unité adjoint à la Direction générale Recherche et Innovation de la Commission européenne annonce au terme de l'audience que lui accorde le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation la mise sur pied d'un cadre de coopération entre chercheurs camerounais et chercheurs européens. Il y a beaucoup de capacités, beaucoup d'excellence, beaucoup de talent au Cameroun et que la participation du Cameroun n'est pas à la hauteur de ce qu'elle pourrait être. Et c'est dans ce sens que Madame le ministre nous a reçus pour discuter ensemble des opportunités de coopération future entre les chercheurs camerounais et les chercheurs européens dans le cadre de ce programme. Doté d'un budget de 80 milliards d'euros, le programme cadre de recherche Horizon 2020 de l'Union européenne est présenté comme le plus grand dans le monde. Il est mis en œuvre concomitamment avec l'Union africaine, dont la commissaire chargée des ressources humaines, sciences et technologies a également été reçue en audience par le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. L'Union européenne et l'Union africaine se sont mis ensemble pour financer les projets. Et cette journée, c'est une journée d'information, une journée de formation et puis de capacitation des chercheurs à la rédaction des projets, à la recherche des financements et à leur gestion. Nous avons des chercheurs qui sont compétents, qui sont compétitifs, mais vous devez avoir des infrastructures qui en imposent. Et ensuite, vous devez avoir des projets innovants. Comme elle dit, des projets qui innovent pour notre pays. Nous sommes en capacité, avec la recherche du Cameroun, de faire en sorte qu'on n'importe plus ni le poisson, ni le riz, ni l'huile de palme. La présentation du programme 4 de recherche Horizon 2020 de l'Union européenne offre l'occasion au Cameroun de renforcer sa coopération scientifique avec l'Union européenne et l'Union africaine, à travers notamment une session de formation et d'information sur les opportunités de financement des projets montés par les chercheurs camerounais. Et on voit à présent la page santé de ce journal, apporter des soins de qualité appropriés aux populations issues des couches défavorisées. C'est le but visé par un groupe de médecins originaires de l'arrondissement de Tonga dans la région de l'Ouest Cameroun. L'initiative rentre dans le cadre de la 4e édition de la campagne sanitaire. Maxime Tuyo, Jérôme Narcisse Robzi. But de favoriser l'accès des couches sociales défavorisées à des soins de santé. Une équipe de médecins originaires de l'arrondissement de Tonga, dans le département d'Undé, à l'ouest du Cameroun, vient de procéder à des consultations médicales et distribution gratuite de médicaments aux malades de cette partie du pays. Cet élan de cœur s'inscrivait dans le cadre de la 4e édition de la campagne sanitaire à Tonga. Au menu de cette campagne, coordonnée par des dentistes, des diabétologues, des neurologues et même des cardiologues, l'on a eu droit à des consultations médicales, la distribution des médicaments prescrits, les interventions chirurgicales et des examens de laboratoire. Selon son promoteur, cette campagne a pour but d'apporter aux populations cibles des soins de santé qui leur font défaut, soit du fait de l'insuffisance du personnel qualifié à Tonga ou encore du revenu financier très bas des populations qui les privent par conséquent de ces soins. Vraiment de voir qu'il y a chaque année, on voit que les choses évoluent.
on apprend de nos faiblesses et on cherche d'améliorer et surtout des innovations. Ce fut une aubaine et surtout une occasion pour les nombreux patients de bénéficier des soins de santé dans le cadre de cette 4e édition. Penser à ses parents, à ses frères, ça fait 10 ans que j'ai ce problème des yeux. Je suis allé à l'hôpital, on m'a demandé 150 000. Je n'avais pas les moyens pour le faire. Durant pratiquement 2 semaines, cette équipe médicale a donné son savoir et différentes expertises à de nombreux patients. Donc notre équipe était vraiment aussi diverse, avec chirurgiens, des médecins généralistes, des gynécologues, des infirmières, et tout ceci dans la convivialité et une bonne organisation. Répond du berger à la bergère, les chefs de quartier de l'arrondissement de Tonga n'ont pas manqué de remercier cette équipe médicale à travers quelques présents. Cette 4e édition de la campagne sanitaire à Tonga s'est achevée par la mise en terre de l'Artemisia annua, une plante aux multiples vertus qui, dit-on, prévient et guérit le paludisme. En page magazine, la filière bambou et rotan n'est pas suffisamment explorée au Cameroun et les produits fabriqués par les artisans camerounais ne sont pas toujours de bonne qualité. La sonnette d'alarme vient d'être tirée à Yaoundé à l'occasion de la formation dont l'objectif est de parfaire la transformation industrielle du bambou, véritable niche d'emploi. Le reportage de Marcelin Gansop. Bien que l'activité nourrisse plus d'un artisan, le Cameroun ne tire pas encore suffisamment profit du riche potentiel que représente le bambou. La filière bambou au Cameroun est peu exploitée, c'est-à-dire qu'on ne le développe pas suffisamment. Contrairement à certains pays comme le Ghana, comme la Chine et même à Madagascar, vous allez voir facilement des vélos qui sont faits en bambou. Vous allez voir des portefeuilles qui sont faits en bambou, des sacs qui sont faits en bambou, et même des feuilles sur lesquelles on écrit qui sont faites en bambou, et même des chaussettes en bambou. Et c'est ce qui nous motive aujourd'hui à pouvoir encourager les artisans à pouvoir persévérer. Et maintenant, nous allons apporter notre accompagnement pour les amener sur d'autres débouchés. Il y a pourtant mieux à faire dans cette filière, surtout que la matière première ne manque pas. Le bambou poussant presque partout dans notre pays. Le commerce global du bambou du rotan aujourd'hui est évalué à 60 milliards de dollars américains. Et la Chine en elle seule a capturé la moitié de ce commerce avec 30 milliards de dollars américains. Ça fait 8 millions d'emplois directs et 20 millions d'emplois indirects. Quand on parle de tels chiffres, pour moi les débouchés sont clairs. C'est fort de ces opportunités que cette formation a été organisée à l'intention des artisans et vanniers des régions du centre et du littoral. Vous savez, quand on parle d'industrie de bambou, l'une des choses la plus importante, c'est le traitement du bambou. Si le bambou n'est pas bien traité, il ne peut pas durer. Mais quand il est bien traité, on parle de 99 ans de durée d'âge. Nous avons beaucoup d'artisans au Cameroun qui sont très inspirés, mais qui manquent sur cette petite technique. Et aujourd'hui, nous visons à adresser ces manquements-là. Pendant 2 jours, les participants seront édifiés sur la transformation industrielle du bambou, les techniques de traitement, ainsi que les différentes composantes du développement de la filière bambou. Il y a déjà le traitement qui est très important pour pérenniser la matière, pour qu'elle ne soit pas attaquée. Parce que le plus souvent, nos meubles sont souvent attaqués par des charançons. C'est ça le problème des artisans vanniers aujourd'hui avec du bambou, parce qu'on prend du bambou en brousse et on l'amène directement pour la transformation. Nous souhaiterions améliorer la transformation, que ce soit une transformation industrielle qui puisse vendre même à l'extérieur du pays. Et que nous sachions que ce bambou de Chine, qui est devenu une ressource encombrante dans nos communautés, c'est une grande source de richesse. En plus de constituer un important gisement d'emploi, la filière bambou dispose d'un potentiel énorme pour la transformation socio-économique. Sans oublier que le bambou contribue à la protection du sol grâce à sa grande capacité de séquestration du carbone. Ainsi, il réduit l'évaporation et l'érosion du sol, limite les glissements de terrain et contribue à la restauration de la fertilité du sol. Le bambou purifie également l'eau et nourrit une source d'énergie. Il peut être utilisé à la fois comme bois de chauffage et comme charbon pour la cuisson.
Et je vous le disais en titre, un calme précaire règne dans la ville de Saint-Mélima, région du sud de Cameroun, après les émeutes enregistrées il y a quelques jours. La réunion de réconciliation tenue hier, donc présidée par le gouverneur de la région du sud, a donc permis de ramener le calme. Cependant, les tensions persistent, avec notamment le départ de certains jeunes fuyant donc d'éventuelles représailles et même soulèvements. Le gouverneur qui a donc appelé les populations au calme et la sécurité donc qui a été donc renforcée dans cette partie du pays. À présent, la deuxième partie du journal avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Your thanks for staying with us in this second segment of news in the English language. We begin with one of our lead stories, Girl Force. Unscripted and Unstoppable is this year's theme of the Day of the Girl Child, celebrated or commemorated on the 11th of October 2019. With regard to this day, our newsroom took interest in those internally displaced by the worsening crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon. The girl child are affected by the crisis in the northwest and southwest regions is exposed to rape and other issues. Imin Eluga tells us more. They have become very vulnerable. They are young girls who must have been ejected by the socio-political upheavals in the troubled northwest and southwest regions. Rape, prostitution and social dependence is henceforth what characterizes their daily struggles. The girls are suffering because they don't have places to sleep. They go and sleep outside and get pregnant. We have all witnessed the amount of girls that are prostituting. There are lots of them. And we are hoping that at least we could curb that phenomenon of prostitution among the IDP girls. In Cameroon, initiatives have been taken by a few non-governmental organizations to decry the situation of the female folk, notably the young girl in the troubled regions. With them being victims of circumstances, they are thus in need of social protection, which still seems far-fetched. At the end of the day, most have dropped out of schools as a result of pregnancy, ill health, leaving the society wonder of what future life reserves for them. These remarks are however made at a period when the world commemorates the girl child under the theme Girl Force, Unscripted and Unstoppable. The question is, what future lies ahead for internally displaced young girls in Cameroon who today have become excessively vulnerable? Government's Balingwa High School Kutaba, a subdivision in the Nun division of the West region of Cameroon, is faced with a lot of difficulties. This school, it should be noted, is host to over 400 internally displaced learners from the conflict-hit northwest and southwest regions of Cameroon. Besides the limited benches, the school is also facing a chronic problems with its toilet, as we hear in the following report. More than 1 month into the 2019-2020 school year, a hitch-free teaching and learning environment remains a dream to staff and learners of Government Balingwa High School Kutaba in the Nun division of the West region of Cameroon. The institution has seen its problems multiply this school year with the coming of over 410 internally displaced students from the conflict-stricken Anglophone regions of Cameroon. The increased number of learners, school authorities say, has exposed the problems of limited benches and classrooms in Government Balingwa High School Kutaba. À la rentrée, nous avons reçu 410 nouveaux élèves. With the coming of the huge number of students, we agreed with the Parents Teachers Association to construct new classrooms to accommodate them, but also noticed that they could not be comfortably seated in classrooms and study because of the limited benches. We then considered the fabrication of new benches as a priority. Today, 250 benches have been made available by the Parents Teachers Association. Les toilettes se sont effondrées, aussi bien les toilettes des filles que GBHS Kutaba also has a problem with its toilet, as officials say over 17 toilets in the school have been broken. They know it is a problem that requires an urgent solution, but are financially unable to respond. Nous avons perdu près de
17 compartiments de toilettes. The stretch of road that leads to Government Bilingual High School Kutaba is in a pathetic state, and school officials blame it on vehicles transporting building materials. The Nun Division borders the northwest region of Cameroon, and Government Bilingual High School Kutaba is begging for more government attention as internally displaced learners continue to flood in from the northwest and southwest regions of Cameroon. And 682 pupils is the number of learners currently attending schools in Kumba, two municipality in the Meme division of the conflict-hit southwest region of Cameroon. The statistics were revealed by the divisional officer for the Kumba 2 subdivision, Edwin Ekena Guana, who went on a visit to most of these primary school establishments within his area of command. He equally handed some didactic materials from the government of Cameroon to these learners. More with Hemine Luga. 682 is the present number of primary pupils attending classes in the Kumba 2 subdivision. A remark then made by the divisional officer of Kumba 2, Edwin Kenya Ngwana, who has recently ensured an inspection tour, one which saw the handing of some didactic materials among other school needs handed to children to ease learning and teaching, while encouraging reluctant parents to send your kids to school. We move around with didactic materials, school bags, books, pencils, rulers, and many other didactic materials to encourage the children to effectively start classes. The schools in Kumba 2 have actually started. This visit to schools today is also another measure to appeal to parents to know that schools have started and to send their children to school, because there is no meaningful development without education. Though school seems to have timidly resumed in Kumba 2, it should be noted that serenity is still far-fetched in some areas within the southwest region. A good example being Munyenge, where parents and children of school-going ages are still wrapped in fear. In a bid to revamp a peaceful learning environment, the divisional officer has then encouraged more parents to send your kids to school, as he also handed some 5 internally displaced pupils from Munyenge to the school staff for a better follow-up and integration. Hausa Kwata, Tetem, Mala, and equally Avesion are the neighborhoods inundated by the heavy downpour recorded in the town of Ezeka in the Nyong and Akele division of the central region of Cameroon. In the following report, Immaculate Fogwe tells us how the heavy downpour has equally made life difficult to inhabitants of these neighborhoods of the town of Ezeka. School is a good thing. Learning is a good thing. But what if the geographical circumstances are not favorable for kids going to school? We are in Ezeka, located in the Nyong and Akele division, center region of Cameroon. The locality has been flooded following the heavy rains experienced in the area, thus affecting the circulation of vehicles and pedestrians. School-going children are now obliged to pay the sum of 100 francs CFA as fare so as to be transported to the other side of the road. For those who cannot afford paying the fare, walking through the floods is another option. The floods has affected neighborhoods like Hausa, Aviation, Tetem and Mala, resulting to enormous material damages. It's a serious rainfall. The whole night there was rain. That's how we slept until we did not know that's how the thing is going to look like. Before, in the middle of the night at about 2 o'clock, we got up when the rain has already entered the house. Everything was floating outside. Everything. That's how things were outside, floating. Our dresses soaked inside water. All our pan pots, they were on top of the water. So we came out that night. That's how we carried some things and put it outside beside our neighbor's house. And finally we went and sat beside the road. There was no way for us to stay in the house. Everywhere, the quarter, all is being flooded with water. The mayor of the Ezeka Council blames the haphazard construction of houses and climate change as a root cause of the incident. Je suis allé demander aux populations bien avant
Before the coming of the floods, we had already started sensitizing the population. Climate change and urban disorder are some of the major causes of the floods. Most of the inhabitants have built their houses on drainage systems. So, what are they expecting? The administrative authorities have cautioned parents to always accompany their kids to school so as to avoid them from experiencing the negative effects of the floods. The population are calling on authorities concerned to react fast in resolving their plights. The 2019 Nobel Peace Prize has been awarded to Abiy Ahmed, Ethiopian Prime Minister. He helped end 20-year war with neighboring Eritrea. Honoring and announcing the prize in Oslo, the Norwegian Nobel Committee said Abiy Ahmed's effort requires recognition and encouragement. More in the following excerpt. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts to achieve peace and international cooperation, and in particular for his decisive initiative to resolve the border conflict with neighboring Eritrea. The prize is also meant to recognize the stakeholders working for peace and reconciliation in Ethiopia and in the East and Northeast African regions. When Abiy Ahmed became Prime Minister in April 2018, he made it clear that he wished to resume peace talks with Eritrea. In close cooperation with Isaias Afwerki, the president of Eritrea, Abiy Ahmed quickly worked out the principles for a peace agreement to end the long no peace, no war stalemate between the two countries. These principles are set out in the declarations that Prime Minister Abiy and President Afwerki signed in Asmara and Jeddah in July and September. An important premise for the breakthrough was Abiy Ahmed's unconditional willingness to accept the arbitration ruling of an international boundary commission in 2002. Now, peace does not arise from the actions of one party alone. When Prime Minister Abiy reached out his hand, President Afwerki grasped it and helped to formalize the peace process between the two countries. The Norwegian Nobel Committee hopes the peace agreement will help to bring about positive change for the entire populations of Ethiopia and Eritrea. In Ethiopia, even if much work remains, Abiy Ahmed has initiated important reforms that give many citizens hope for a better life and a brighter future. He spent his first 100 days as Prime Minister lifting the country's state of emergency, granting amnesty to thousands of political prisoners, discontinuing media censorship, legalizing outlaw opposition groups, dismissing military and civilian leaders who were suspected of corruption, and significantly An excerpt of the spokesperson of the Nobel Committee in Oslo,
that is in Norway, speaking on the award of the 2019 Nobel Peace Prize to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed, bringing us to the end of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We thank you for a very kind attention. Wishing you a blessed stay in the company of programs on Equinox Television. Nadine Yambo, have a nice evening. Merci, Fomi Armstrong. Sanda, meilleur à vous, mesdames et messieurs. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.